rapidement un petit bilan donc, de l'enquête autour de l'inclusion numérique des publics, donc menée au sein du groupe de travail donc, de la plateforme sanitaire et sociale. Le premier gros travail donc, de ce groupe avait été donc, ce dont on vient de parler, l'indice territorial de fragilité numérique. Et ensuite, il avait été décidé donc, de travailler sur une enquête. L'enquête avait un double objectif, donc enrichir l'indice et également accompagner les acteurs privés et publics pour une meilleure connaissance des publics. L'objectif était de mieux cerner les vulnérabilités numériques à l'échelle individuelle et mettre en relief les réalités locales. Donc, l'OR2S met à disposition des structures volontaires un outil de saisie de questionnaire. Donc, il est mis à disposition de façon pérenne, donc il n'y a pas de date de fin. Donc, les structures peuvent s'en saisir aujourd'hui et demain et après-demain. Il est mis à disposition après signature d'une convention donc, entre la structure et l'OR2S, donc une convention d'hébergement, de partage et d'utilisation de données. Donc, dans cette convention, la structure choisit soit de saisir uniquement ces questionnaires ou soit de pouvoir saisir ces questionnaires et exporter également les questionnaires qu'elle a pu saisir. Donc, préalablement à cette convention, donc, on a une convention donc, entre l'OR2S, la DREX et le Conseil régional donc, qui fixe les engagements et le respect donc, de la réglementation des uns et des autres. Et donc un QR code pour accéder donc, à une page dédiée à l'enquête. Donc, au niveau du questionnaire, donc, il aborde 4 thématiques. L'accès au numérique avec des éléments sur la connexion et les équipements. Deuxième thématique, donc les compétences numériques et le degré d'exposition aux démarches administratives. Troisième thématique, donc l'accompagnement, la volonté d'accompagnement des personnes enquêtées. Et enfin, donc, quelques éléments de profil. Donc, depuis la mise en ligne du questionnaire donc, en 2022, nous avons donc, toutefois ajouté une question suite notamment suite aux échanges qu'on a pu avoir avec la porte du Hainaut sur donc, le ressenti quant à l'utilisation donc, des outils numériques. Donc, une question qui a été rajoutée il y a quelques mois dans le questionnaire. Le groupe a rédigé un guide de prise en main donc, pour aider les structures à mettre en place l'enquête. Donc, ça rappelle le contexte de mise en place de l'enquête. On a une version papier du questionnaire, également quelques conseils pour les structures et les personnes qui font passer les questionnaires. Donc, le questionnaire se fait en face à face. Les questions sont lues à voix haute par l'enquêteur et les réponses sont données à voix haute par le participant et c'est donc l'enquêteur qui retranscrit les réponses sur un support numérique connecté à Internet. Le questionnaire dure entre 5 et 7 minutes. Donc, le questionnaire permet d'avoir une meilleure connaissance donc, de son public pour pouvoir adapter ensuite de futures actions. Et il est également donc, un levier pour permettre d'orienter les répondants vers des lieux de ressources numériques donc, en fonction des besoins. Donc, on a sur la page du questionnaire mis donc, notamment le lien de la cartographie dont on vient de parler pour que les enquêteurs puissent ensuite orienter les personnes vers des ressources numériques proches de chez eux. Alors, au niveau des structures participantes, donc depuis la mise en place de l'enquête, donc la première convention avait été signée donc avec la Banque de France donc en février 2022. Et depuis, donc on a 16 conventions qui ont été signées. Donc, j'ai mis la totalité des signataires donc, sur la diapo. Donc, on a des associations, des collectivités, des fédérations, des unions, diverses structures. Et on a un département, donc le département du Canada. Donc, en termes de bilan, donc depuis février 2022, donc on a un peu plus de 2000 questionnaires qui ont été saisis. Donc, concernant le public des personnes qui ont été interrogées, donc on a 24% de personnes de moins de 35 ans. Et donc, pour les personnes les plus âgées, on a 20% de personnes âgées de 65 ans et plus. Et concernant la situation professionnelle, on a un peu moins d'un tiers des répondants qui sont en emploi, 27% qui recherchent un emploi. Et donc, le reste se répartit donc, entre les personnes en retraite, les retraites
sans emploi ou en formation. Donc l'objectif de l'enquête était donc initialement de pouvoir enrichir l'indice de qualité numérique. Donc les résultats qu'on a obtenus depuis 2022 ne sont malheureusement pas exploitables à l'échelle de la région globale, puisqu'on a, donc vous le voyez sur le graphique, donc c'est le lieu de domicile donc des personnes qui ont été interrogées. On a uniquement 25 questionnaires qui ont été saisis par des personnes domiciliées dans l'Oise, donc ça ne nous permet pas d'avoir une photographie pertinente sur toute l'échelle de la région. On a également la Somme qui est un peu moins représentée, et par contre le département de l'Aisne qui est un peu plus représenté compte tenu de l'implication du département de l'Aisne dans la passation des questionnaires. Donc les résultats sont toutefois donc pertinents pour les structures qui le souhaitent et sur certaines zones géographiques où les acteurs se sont impliqués dans la passation de l'enquête. Donc pour ces structures, le questionnaire permet d'avoir une meilleure connaissance du profil de son public et d'avoir également une idée du public qui souhaite être accompagné et une idée du public par rapport à sa connaissance sur les lieux de médiation numérique. Donc, le groupe de travail a accompagné à l'exploitation et ou à la présentation des résultats donc, la Banque de France qui a effectué donc, un début de recueil en mars 2022 et donc fin 2023, on avait fait un bilan donc sur environ 500 questionnaires. On a également accompagné donc l'ACA du pays de Saint-Omer. Donc là, les questionnaires ont été passés de mi-juin 2024 à fin septembre 2024. Et donc on a eu un échantillon de 100 personnes donc, domiciliées dans la CAPSO. Donc là aussi, on a présenté donc, les résultats lors d'un groupe de travail. Et donc on a également pour donc la CA de la porte du Hainaut qui est en train de saisir les questionnaires. Donc pour vous donner un exemple donc, de quelques indicateurs clés qu'on peut récupérer via ce questionnaire, donc quelques indicateurs que j'ai pris de la présentation sur le public de la CA du pays de Saint-Omer. Donc sur les 100 répondants, on avait 5 répondants qui n'avaient aucun accès privé à Internet. Une idée donc, sur les personnes qui ont renoncé à des achats pour raisons financières. Donc, un quart des répondants ont renoncé à des achats pour des raisons financières. Sur les personnes qui ne sont pas un peu à l'aise avec les démarches administratives, donc 3 sur 10. On a également donc une question sur les transports. On parlait tout à l'heure de la mobilité. Donc, 39 répondants qui rencontrent des soucis de transport donc, au sein de la CAPSO. Et enfin, donc, concernant l'accompagnement et la connaissance donc, des lieux de médiation numérique, donc 44 répondants qui ne connaissent pas les lieux de médiation numérique, et puis 44 répondants également donc, qui souhaitent être accompagnés pour cet aspect du numérique. Et enfin, donc, 14 répondants qui souhaitaient participer à un atelier de formation. Donc voilà les quelques éléments qui peuvent être déduits donc, de cette enquête. Donc pour compléter, donc on a invité donc 2 personnes. Donc d'abord Nadia Ramani, donc responsable stratégie numérique donc pour la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, et Monsieur Sébastien Huyon, donc secrétaire général à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, donc qui nous rejoint parmi. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience, sachant que pour la CA du port du Hainaut, donc vous n'êtes pas encore au bout de la démarche puisque on en est à la saisie des questionnaires. Mais voilà, donc je voulais voir avec vous et Monsieur Lyon, donc déjà comment vous avez eu connaissance donc, de l'enquête et puis quelles ont été donc, vos motivations à participer à cette enquête et dans quel contexte ça a été décidé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, la volonté de la Porte du Hainaut, c'était d'accompagner ces publics dans les difficultés numériques et surtout, puisqu'on est sur un territoire où on est en fragilité sociale, puisque ça a été évoqué avec le bassin minier, mais pas que, puisqu'on parle aussi des communes rurales, on va donc laisser de côté. Donc,
un projet de territoire également qui a été écrit en 2023, qui est venu aussi un peu renforcer cette volonté d'accompagner ces publics, puisque le cœur de notre projet de territoire, en tout cas notre boussole, c'est bien le bien-être et l'épanouissement des publics. Donc, on savait très bien que voilà, le numérique joue un rôle essentiel, c'est un enjeu. Et aujourd'hui, le numérique devait être aussi un levier service de ces politiques publiques, tout son aspect transversal. Donc, on a mis en place plusieurs actions. Hein. On a quand même une politique très engagée sur le sujet de la médiation numérique et l'inclusion numérique. Donc, on a pu mettre en place des projets, donc des accompagnements collectifs, le recrutement de 2 médiateurs numériques. Donc, on a profité des fonds européens, je souligne. Hein. Voilà. On a pu avoir 2 médiateurs qui sont arrivés en septembre 2024, mais voilà, tout le service s'est renforcé en septembre 2024, puisque je peux aussi accompagner de Bérangère Robert, qui est en charge aussi de la médiation numérique dans le service. On a donc le collectif, l'individuel qui était quand même très demandé par le public, parce que pour le moins, quand on parle de ruralité, la mobilité, l'accès au numérique, et cette cartographie, puisque on a eu des demandes fortes d'un acteur qui se regroupe, hein, qui s'appelle le PARA, Partenaire d'Action Numérique, un réseau d'acteurs privés et publics qui se réunissent une fois par trimestre, d'avoir un outil qui permette de centraliser toutes les actions de médiation numérique, toute l'offre qui existe sur un territoire. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Anne Duchemin et Christine Constant qui m'ont parlé de cette carte rouge. Donc, on a pu faire cette convention ensemble. Et depuis, on a pu donc, la présenter aux prescripteurs. Donc, aujourd'hui, cette carte rouge est très... elle est utilisée, elle a été partagée au but. Voilà, tout le monde, en tout cas sur le territoire, tous les acteurs ont pu avoir cette information. Il faut communiquer, hein, si on veut que ça s'alimente, parce que c'est de l'animation, hein, comme disaient Anne et Christine. Bérangère, avec sa réunion qui se fait tous les trimestres, peut alimenter cette carto. Mais on vient aussi ajouter tous les nouveaux projets, en fait. Alors, je sais que Emmaüs Connect sont en ligne. Voilà, je les remercie également, puisqu'on a pu, par leur accompagnement, mettre une filière locale de reconditionnement informatique. Donc, on répond aussi à la problématique d'équipement, outils, mais on va jusqu'à la connexion, c'est un vrai problème également. Donc voilà, cette carto qui est mise à jour assez régulièrement, parce que voilà, on a quand même les moyens, je souligne, d'avoir une personne en interne qui peut aussi s'appuyer des communes, des prescripteurs pour la mettre à jour. Mais on peut aussi la mettre à jour individuellement par les communes peuvent le faire également. Et tout ça nous a amené à se poser la question de comment évaluer cette politique publique, puisqu'on met quand même des moyens. Et on s'est donc appuyé de ce questionnaire en ligne, puisqu'on avait aussi des médiateurs, donc on pouvait le faire, puisque eux sont approchés, en fait, ils sont en lien direct avec les habitants. Et donc là, nous, on a commencé depuis février à faire ces questionnaires une fois par semaine, le mercredi, si je ne me trompe pas, parce que les collègues sont en ligne, et qui doit s'arrêter fin juin. Et l'idée serait faire passer ce questionnaire soit à mi-mandat et fin de mandat. Et c'est aussi de savoir, en tout cas d'évaluer si les actions qu'on met en place font en sorte que nos habitants montent en compétences. Alors, c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais ce n'est pas les mêmes personnes. C'est clair qu'on va prendre un échantillon, mais on peut s'appuyer quand même de cet échantillon de public. Et pour compléter, effectivement, c'est comment on s'approprie aussi ce questionnaire. Ce questionnaire, en fait, c'est une trame qui va permettre aussi de qualifier, de mieux connaître en fait la fragilité. Qu'est-ce qui fait une fragilité ou vulnérabilité par rapport aux habitants, par rapport aussi aux accompagnants. Comment je me sens aussi moi en situation de vulnérabilité parce que je ne sais pas donner la bonne réponse, je ne sais pas accompagner en fait une personne
jusqu'à son envie d'être autonome, parce que c'est aussi ça. Donc, autonome par rapport au matériel, autonome par rapport à l'usage, autonome par rapport à sa démarche administrative, hein, puisque là, dans le sondage, on a vu que vous faisiez tous une démarche par mois. Hein, bravo, parce que moi, perso, je ne fais pas une par mois. Hein, mais c'est vrai que plus on est concerné aussi par l'accompagnement et plus on est forcé de faire des démarches aussi en ligne. Hein. Donc, donc là, ce questionnaire, cette enquête, qui n'est qu'une trame, hein, aussi à disposition, et on l'utilise après, comme le fait la CAPH, c'est-à-dire voilà, une journée pendant une période donnée sur un territoire. Ça peut être une structure, ça peut être au fil de l'eau, etc., etc. Donc, effectivement, après, ça va permettre d'avoir, dans le prisme de ce qui fait fragilité, bah, un point supplémentaire sur un territoire. Donc, tout ça, ça vient s'agréger à ce qui est développé aussi par ailleurs. Oui, monsieur Houillon. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci de m'avoir invité à cette réunion pour témoigner effectivement de la démarche que nous avons mis en œuvre sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Vous l'avez souligné, hein, donc il y a un an, en effet, on a donc diffusé cette enquête régionale sur les fragilités numériques. Alors dans un contexte en fait qui était le suivant, en fait, j'ai participé à une démarche de formation, sensibilisation par les assembleurs, donc dans un dispositif qui est intitulé Accélérateur. Donc l'idée, c'est d'accompagner les assembleurs, accompagnent les territoires dans l'élaboration d'une feuille de route numérique. Donc j'ai suivi ce programme de formation de septembre 2023 à juin 2024 avec une collègue ici qui travaille avec moi à la communauté d'agglomération qui est Aurore Mille et qui gère qui est chargée de mission politique de la ville. Donc il y a une bonne connaissance des acteurs et des publics dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires politiques de la ville. Moi, de ma fonction de secrétaire général, en fait, j'ai plus une mission d'animation des maisons de services publics, donc labellisées France Service, et qu'on a intitulé dans le projet de territoire les maisons de la CAPSO. Là aussi, hein, comme le témoignage précédent, on part bien sûr du projet de territoire qui a été validé par les élus en septembre 2021 et qui met en avant la proximité des services, la proximité des services par rapport à la population. Et donc ces maisons de la CAPSO, c'est effectivement un maillage territorial de lieux identifiés pour accueillir, accompagner les usagers sur tout type de services publics. Alors les services, je le disais, France Service, hein, les opérateurs France Service, mais aussi les opérateurs locaux et les services communautaires. Et donc dans ce cadre de la proximité, on a créé 2 postes, là aussi en septembre 2021, 2 postes de conseillers numériques, qu'on pourrait aussi appeler des médiateurs numériques finalement, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui sont en grande proximité avec les publics éloignés du numérique, puisque les 2 postes interviennent dans à peu près la moitié des communes de la CAPSO, c'est-à-dire 25 communes, on va dire. Alors à la fois dans les maisons de la CAPSO, mais aussi dans le réseau de bibliothèques, et éventuellement aussi, dans certains cas, en mairie. Alors ces 2 postes ont été créés en septembre 2021 et donc j'en viens à la motivation finalement à essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on pouvait faire sur le territoire en matière d'inclusion numérique. L'idée, au fur et à mesure finalement de l'intérêt porté au travail de ces 2 conseillères numériques, donc Pauline Casier et Marie Louchard, c'était de s'intéresser effectivement aux caractéristiques, hein, de l'inclusion numérique. Donc, au-delà du parcours de formation que j'ai suivi avec les assembleurs, et surtout à l'issue de ce parcours, on a souhaité un petit peu en savoir plus sur les caractéristiques des publics. Donc, avec ma collègue Aurore, on avait comme objectif de pouvoir bâtir un questionnaire. Puis finalement, on s'est, grâce aux assembleurs qui nous ont orientés vers l'observatoire l'OR2S et le conseil régional, on a eu accès effectivement à cette enquête régionale qui correspondait tout à fait à nos attentes. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, en effet, on l'a diffusé pendant à peu près 4 mois, hein, de juin à septembre 2024. Alors, grâce aussi à un fort partenariat avec les
les opérateurs qui interviennent dans nos maisons de la CAPSO, on a aussi cette chance d'avoir entre 20 et 30 partenaires à peu près sur les 5 lieux identifiés sur notre territoire, donc à Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, Éperlec, Fauquemberg et Thérouanne. Donc on a travaillé, on a organisé un webinaire avec les opérateurs qui étaient effectivement partants pour diffuser ce questionnaire. Et donc on a en effet récupéré une centaine de questionnaires à l'issue de cette période de 4 mois. Ça nous a permis voilà, de renforcer un petit peu aussi ce qu'on savait déjà. Bon, c'est vrai que les partenaires nous ont dit que eux-mêmes, à leur échelle, certaines initiatives en ce sens avaient été prises. Mais bon, ça nous a permis collectivement aussi de lancer la dynamique. Et une dynamique d'ailleurs qui s'est aussi traduite dans la stratégie numérique de la CAPSO, avec un volet inclusion. La stratégie qui a été présentée d'ailleurs il y a quelques semaines aux élus communautaires. Et donc, ça a débouché aussi il y a quelques semaines sur la décision aussi prise par les élus de pérenniser les 2 postes de conseiller numérique. Parce que comme vous le savez certainement, hein, sur l'ensemble des territoires, il y avait un accompagnement de l'État qui prend fin. Enfin, pour nous, c'était une date à échéance à 2026. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir garder ces 2 postes et donc de pouvoir aussi proposer d'autres actions. Notamment, on travaille avec les partenaires sur l'élaboration d'un guide de l'inclusion numérique à destination de tout public, mais aussi des élus de nos communes pour aussi bien identifier et bien orienter les publics dès leur première question. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc en fait, effectivement, ça a été cette enquête donc sur les fragilités numériques, ça a été un petit peu le point de départ il y a 1 an d'un sujet qui n'était pas forcément très débattu ici dans les instances et en tout cas qui n'était pas en première ligne. Et je peux effectivement dire qu'1 an après, en effet, le sujet de l'inclusion numérique, il est beaucoup mieux appréhendé par les élus déjà, mais aussi par les collègues de la CAPSO, parce qu'effectivement, c'est un sujet éminemment transversal et qui concerne toutes les politiques publiques, tous les services. En termes de difficultés, ce qu'on peut dire, c'est effectivement un questionnaire qui a besoin, enfin, qui nécessite d'accompagner hein, les publics. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait organisé un temps d'échange avec nos partenaires pour discuter de cet accompagnement, bon, qui forcément prend un petit peu de temps. Nous, c'est vrai qu'on avait aussi sensibilisé et demandé à nos conseillers numériques de pouvoir aussi accompagner les publics. Donc ça change un petit peu aussi la donne hein, par rapport à l'accompagnement. Et donc ce temps passé effectivement par les uns et les autres, bon voilà, ça peut être aussi une difficulté. C'est pour ça que c'est important de bien aussi préciser les enjeux de la démarche et puis les objectifs et créer une sorte de dynamique, de collectif autour de ce projet pour que le temps passé notamment sur les questionnaires, que chaque partenaire puisse à un moment donné aussi y trouver leur compte. J'ajouterais aussi qu'avant la démarche accélérateur qui nous a été proposée par les assembleurs, on a également on avait organisé juste avant cette formation un temps collectif dans notre maison du développement économique à Saint-Omer avec une trentaine de partenaires justement autour de l'inclusion numérique. Et c'est là, ça a été vraiment véritablement le point de départ. C'est là qu'on s'est rendu compte que le sujet de l'inclusion était un enjeu pour l'ensemble de ces partenaires et la volonté de travailler ensemble sur ce sujet. Je rejoins ce qui vient d'être dit, sauf que pour moi, je dirais que c'est peut-être du temps perdu au départ, mais on le gagne ensuite par une meilleure connaissance de nos publics et comment on accompagne nos publics. Donc, voilà, et je rejoins également, alors ce n'est pas des difficultés, c'est plus, je dirais, bien expliquer la démarche, la méthode, pourquoi on le fait. Et ça, c'est important, alors on fait perdre du temps, mais au final, c'est pour mieux faire après. En difficulté, c'est peut-être aussi de trouver le temps de le faire, parce que les médiateurs reçoivent quand même du public.
doivent quand même prendre 5 à 10 minutes pour le faire. Donc, ça peut être une difficulté. Aujourd'hui, on n'a pas remonté de difficulté pour le faire. Donc, je pense que ça se passe assez bien. Et je pense que de façon plus globale, c'est aussi notre approche de l'accompagnement social. C'est aller vers en fait le public. C'est-à-dire que le public vient pour une question précise. Je veux ma carte grise ou ma carte d'identité. Et là, en fait, on dit oui, mais au-delà de ça, est-ce que tu as du matériel? Est-ce que tu sais t'en servir? Est-ce que tu veux te former? Oui, mais je viens pour ma carte grise. Oui, mais etc. Donc, en fait, on va l'englober aussi de façon beaucoup plus dans une approche où il va devenir acteur de son propre projet et de ses propres démarches Je administratives. pense que c'est dans la discussion qu'on peut poser ces questions. Tout à fait. Et pas imposer un temps, 5 minutes pour le faire, mais plutôt dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, Voilà. on peut soutirer des réponses. Et on peut susciter après l'envie, la nécessité de, effectivement, en 2025, est-ce que c'est normal que je fasse encore faire mes papiers dématérialisés par quelqu'un, alors que je suis capable de le faire, mais j'ai peur de le faire. Donc c'est aussi l'approche aussi des sciences comportementales. C'est appréhender aussi cette crainte de se tromper, hein, parce qu'au niveau du numérique, ça génère énormément de stress. Ça, faut le savoir aussi. Aussi préciser que la convention qui lie l'agglomération avec l'OR2S est une convention liée notamment au RGPD. Hein. C'est le traitement de la donnée, hein, puisque si vous appuyez sur un bouton, vous avez vos propres données, mais vous décidez d'accompagner justement la démarche d'analyse régionale. Et cette enquête est financée par ailleurs dans le cadre de la convention État-région ou OR2S. Et elle est complètement gratuite pour celui qui souhaite la mener. J'ai quand même, il faut le dire quand même, qu'il n'y a pas d'enjeu financier, que c'est par ailleurs l'État la région. Une question dans le chat de Clotilde Duvigneau, pardon. Pourquoi ne pas promouvoir, voire adosser le déploiement de votre questionnaire au sein des départements, au sein des gouvernances FNE des départements des Hauts-de-France, du réseau des EFS et du réseau des conseillers numériques et le médiateur numérique, troisième acteur que fait remarquer aussi Stéphanie Godillot. Cette enquête existe, ça a été dit, elle a été mise en route, elle a été promue, elle est effectivement utilisée dans le cadre des programmes accélérateurs et d'autres programmes des assembleurs, hein, sur la partie observation, compréhension des publics. Et donc, elle se déploie au fur et à mesure, pas assez à notre goût, Oui. très clairement. Oui. Et nous, on en fait la promo parce que c'est à la fois, là, c'est l'actualisation de l'indice, c'est l'enquête permanente, hein, c'était décidé d'être permanent. C'est vrai qu'au départ, attention, au départ, effectivement, ça devait être une enquête ponctuelle. On a décidé de la mettre à disposition de façon permanente. Donc, il faut la diffuser, en parler effectivement dans les comités de pilotage, le comité technique FNE, en France Numérique ensemble, au N numérique ensemble du côté de l'aide, et puis de pouvoir effectivement la déployer pour accompagner le ciblage de la politique, la gouvernance de la FNE, le ciblage de la politique publique. Et ce que disait Sébastien, ça a servi aussi dans l'écriture de la feuille de route de l'EPC, qui a été, du territoire qui a été adopté par les élus, les fameuses feuilles de route qui sont au nombre de 37 aujourd'hui. Il y a 37 feuilles de route qui viennent d'être renouvelées et qui sont disponibles en ligne, et qui fait partie, en fait, c'est la colonne vertébrale de la stratégie numérique du territoire, très clairement. Et c'est pour ça, enfin, je rebondis par rapport au message qui vient de passer et par rapport à ce qui a été évoqué, mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein, c'est pour vous rappeler que cette enquête, cette étude au long cours, elle est toujours là, que les acteurs autour de vous sont curieux de savoir comment se porte mon territoire par rapport à cette fragilité numérique, est-ce qu'elle évolue ou pas, qui sont les femmes, cette question du genre, elle n'est pas dans le questionnaire, moi, elle m'a déjà été posée. Est-ce qu'on peut la rajouter, comme l'évoquait Karine, à un moment donné, savoir si ça va plus concerner un homme qu'une femme? Et ce questionnaire a déjà évolué pour répondre aussi à des particularités au niveau des territoires ou des questions qu'on se posait pas il y a 3 ans sur des appétences et qu'on va se poser maintenant parce qu'il y a aussi une réponse. Hein, donc ça aussi c'est cohérent.
Et après, c'est aussi d'avoir des témoignages. Donc, je pense que Sébastien Lyon est volontaire pour répondre à toutes les questions. Nadia et ses équipes sont aussi volontaires pour répondre aussi à toutes les questions, pour voir la plus-value que ça va apporter au niveau d'un territoire. Et après, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. J'aimerais bien qu'on dise concrètement comment on fait si on veut faire une enquête dans le territoire. Dans le chat, du coup, Stéphanie Bodino disait qu'elle était tout à fait partante pour conventionner. Et ben voilà. Voilà. Sabine Corsier disait donc justement de voir pour le département de l'Aisne qui avait signé la convention, à voir comment la relancer. Et puis Clotilde Duvigneau disait après il faut voir comment procéder pour le conventionnement en espérant que ce ne soit pas trop lourd et qu'il ne requiert aucun quota de retour. Mais je pense que ces pistes sont tout à fait envisageables. En revanche, il serait intéressant d'en connaître le contenu avant de se lancer dans une campagne de pro. Voilà. C'est vraiment un contenu, je sais pas, Sophie, c'est 2 pages dans la convention. La convention, oui, mais on l'a C'est fait. 2 pages, et c'est la protection des données. On a été, entre guillemets, obligés de partir sur ce système de convention à cause de, grâce à, parce que on pourrait dire grâce à la protection des données. C'est simplement cet enjeu-là. Ouais. Donc, les personnes intéressées peuvent me contacter pour qu'on établisse la convention. Et si vous voulez voir le questionnaire, il y a le QR code qui est sur la présentation. Et puis, vous allez pouvoir aller voir le questionnaire en ligne. S'il y a d'autres questions éventuellement. Oui, il y avait, pardon, j'ai loupé une question de Karine Werner. Comment intégrer le sujet de l'IA dans les travaux en cours? Conseiller régional délégué sur le numérique qui s'appelle Laurent Colson. On travaille sur ce sujet dans lequel vous faites de route du numérique, bien sûr, et la région travaille sur sa feuille de route de l'IA en général, je parle par territoire et autres, mais en ce qui concerne l'IA et les citoyens, il va y avoir en fait dans cette feuille de route l'IA et les citoyens. Comment on traite de ces questions là-dessus? Ça peut être effectivement des questions en termes d'évolution de questionnaire aussi, sur est-ce que vous utilisez l'IA, pas l'IA, c'est pas pour vous, est-ce qu'il y a une IA complémentaire, enfin non, je ne vais pas dire complémentaire de remplacement, je parlais au public, mais cette question de l'IA, de toute façon, dans les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, l'IA fera partie de cette politique inclusion numérique très clairement. Et Karine Werner précisait de façon globale pour l'IA, donc que ce soit un peu l'aspect, l'angle d'approche. Okay. Très bien.